Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis en train de faire rentrer tout le monde de la salle d'attente. Bonjour à tout le monde, Philippe. Bonjour. Le fidèle Philippe. Ouais, je vous suis un peu de partout. Ça m'a fait tout drôle de voir votre projet à Rosas parce que j'y passe une partie de l'année. Ah, bah super. On a oublié de vous dire, Philippe, c'est vous qui présentez la ville. La ville? Ouais, si vous voulez, mais apparemment Gilles connaît mieux que moi, non? Pas sûr, pas sûr. Alors, J'y suis depuis 8-9 ans, à voilà, peu près. j'ai fait rentrer. Ah, il y a encore Ah des gens oui, qui vont arriver au fur et à mesure, mais bon, on va démarrer. Donc oui, grosse annonce aujourd'hui, puisqu'effectivement, on lance notre premier projet en dehors de France, hein. Donc à Rosès, en Espagne, on va parler plus longuement du projet, de la ville, de ce qu'on va y faire. Très rapidement, parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà quand même bien Atoa, je vais revenir sur le fonctionnement pour les nouveaux qui nous rejoignent et qui découvrent un petit peu. Je vais passer peut-être assez vite. Si vous avez des questions, on a une partie questions-réponses qui peut concerner à la fois le montage, ATOA ou le projet à la fin donc, de la présentation. Donc, n'hésitez pas à la fin de la présentation à poser vos questions dans le chat ou prendre la parole. On répondra sur absolument tous les points que vous pouvez avoir. Donc, ATOA, comment ça marche? J'arrive à passer le slide. Alors, l'objectif d'ATOA, c'est de vous permettre d'investir dans des projets dans lesquels vous ne pourriez pas forcément investir tout seul, de vous faire découvrir différents types de typologies de projets, de localisation, en étant complètement clé en main. Donc, ATOA se charge de tout. Donc, c'est nous qui faisons. Alors, excusez-moi, ça a sauté du coup. Hop, on va y arriver. Tac, tac. Voilà. C'est nous qui faisons donc, qui définissons la stratégie pour chaque projet. Là, on a mis stratégie locative, mais dans la plupart des cas, c'est également des travaux, voire de la construction en l'espèce pour Rosès. Donc, on définit absolument toute la stratégie autour du projet et comment on va valoriser le bien. On définit le financement, donc à travers la commercialisation des tokens, mais ça peut aussi être parfois avec un recours à un prêt bancaire, voire d'autres types de financement. Et on vous présente donc les tokens euh, sur lesquels vous allez percevoir, donc, dès que les travaux et la mise en location est faite, un revenu quand il y a de la gestion locative, ou un revenu en fin de projet quand c'est un projet d'achat-revente, comme ça va être le cas ici en Espagne. On a des valeurs fortes qu'on essaye de porter au travers des projets qu'on choisit. C'est tout d'abord, le projet Atoa en lui-même se veut un projet inclusif, qui soit abordable à tous. On a une large typologie d'investisseurs, puisqu'on peut permettre d'investir à partir de 50 euros. On peut avoir des investisseurs jeunes qui démarrent, qui découvrent un peu l'investissement immobilier à nos côtés, comme des investisseurs beaucoup plus expérimentés qui vont trouver dans Atoa d'autres intérêts pour continuer à investir dans l'immobilier sans accentuer soit leur IFI, soit les impôts sur les revenus locatifs qu'ils payent, puisqu'on a un montage qui n'est pas du revenu immobilier. Les projets qu'on mène
On veut pouvoir proposer des biens qui soient performants. Donc, on mène des rénovations énergétiques bien souvent, de la valorisation des actifs avec souvent du redécoupage pour repositionner, par exemple, des biens trop grands en créant des petites surfaces là où il y en a besoin, dans le but aussi d'avoir un confort des locataires qui soit amélioré et d'avoir également par la suite, hein, ce n'est pas complètement anodin, une gestion qui soit aussi plus facile sur des biens qui ont été complètement rénovés. J'essaie de passer à la slide suivante. Voilà, donc comment ça se passe concrètement? Alors, excusez-moi parce que je gère en même temps les entrées. Pour créer votre compte, c'est très rapide, hein. On peut créer un compte en quelques minutes avec son nom, son prénom et son email. On pourra reparler si vous avez des questions après sur la partie tokenisation, mais il n'y a absolument aucune connaissance à avoir. Il n'y a pas de wallet externe forcément à avoir. Vous pouvez conserver vos tokens sur la plateforme. Les tokens s'achètent en quelques clics comme un livre sur Amazon. Vous allez vous rentrer dans le projet, vous prenez connaissance du projet. Si vous choisissez d'investir, vous sélectionnez le nombre de tokens, donc le nombre de multiples de 50 euros que vous voulez investir, vous les ajoutez dans votre panier et ensuite vous pouvez régler en euros par carte bancaire ou par virement. Ou en crypto, mais l'achat en crypto nécessite une étape de vérification de votre identité supplémentaire qui se fait directement en nous contactant avec Mehdi. Par la suite, une fois que l'ensemble de la somme nécessaire à l'acquisition et à la réalisation des travaux est rassemblé, ATOA clôture le projet, récupère les fonds, fait l'acquisition du bien et gère les travaux. Et de votre côté, vous recevez, quand c'est le cas sur du locatif, des revenus mensuels qui vous sont versés directement sur votre wallet tous les mois, le 10 de chaque mois, très précisément. Et ensuite, donc, vous faites ce que vous voulez de ces revenus, hein, soit vous les réinvestissez pour acheter des nouveaux tokens, soit vous pouvez les retirer en euros sur un compte bancaire. Donc, ça se veut très, très simple. Hop. Alors, c'est toujours un peu laborieux. J'en ai sauté un. La particularité de notre modèle, c'est aussi la sécurité de l'investisseur. À travers une structure qui peut sembler un peu barbare pour certains, mais quand on l'a compris, on en comprend toute la puissance. Ça s'appelle la fiducie sûreté. La fiducie sûreté, c'est l'ensemble qui va prendre la propriété du bien ou de la société qui détient le bien pour garantir l'investissement de tous les bénéficiaires qui sont les détenteurs de tokens. Donc, c'est un contrat tripartite qui est signé donc, entre ATOA qui va apporter le bien dans la fiducie, les bénéficiaires qui sont tous les détenteurs de tokens et un tiers réglementé qu'on appelle le fiduciaire qui est celui qui rédige le contrat, qui nous fait signer le contrat, qui l'enregistre dans un registre spécial des fiducies et qui en assure le bon déroulement. Si Atoa venait à disparaître ou si Mehdi, parce qu'il en parle souvent, décidait de partir aux Bahamas avec la caisse, votre investissement est protégé car il est dans la fiducie, il n'est pas chez Atoa. On en cède la propriété et dans un cas comme celui-ci, le fiduciaire pourrait être alerté par n'importe lequel des bénéficiaires. Donc, il fait son enquête et si manifestement donc, Atoa a rompu son contrat, n'a pas respecté ses engagements, le fiduciaire peut reprendre directement la main sur le bien. Donc ça, c'est le choix qu'on a fait. Le revendre pour indemniser l'ensemble des bénéficiaires avec les fruits de la vente du bien. Alors, on pourra bien entendu revenir sur la fiducie si vous le souhaitez, si vous avez des questions.
Bon, après cette petite présentation rapide de notre fonctionnement, on va passer directement à ce qui vous intéresse le plus, le projet. Si j'arrive, désolé. Avec la présentation de la ville de Rosès. Bonjour à tous, j'ai pas encore eu l'occasion de vous saluer de vive voix. Donc je vais vous parler un petit peu du secteur, de pourquoi on veut préempter un peu ce marché auquel on croit beaucoup. Ensuite, je laisserai Gilles prendre la parole sur le projet d'immeuble en lui-même. Et ensuite, j'enchaînerai sur les quelques données chiffrées avant de passer aux questions-réponses. Alors, Rosas, ça dépend de où on est, comment on l'appelle. Donc, comme vous le voyez sur la carte qui est à gauche, donc on est sur une ville qui est sur la côte est espagnole et qui est euh, à portée de fusil à la fois en termes de grands axes routiers et de distance de la frontière, puisque on est au Pertus qui est donc à la frontière côté français en un petit peu moins d'une heure. Cet élément-là, pour nous, est très important parce qu'il y a une communauté française forte à Rosas qui est appelée à continuer à se développer. Vous avez vu pendant quelques années la mode de la résidence secondaire ou de la retraite au Portugal, dont on a beaucoup parlé. Et il y a aussi l'Italie, il y a aussi l'Espagne, mais on a beaucoup parlé du Portugal. Et c'est une mode qui s'essouffle un peu aujourd'hui parce que, comme quoi il faut parfois faire l'expérience soi-même, on se rend compte d'un seul coup que le Portugal, c'est quand même à un peu plus d'une heure de la France, y compris par avion, et que la France et les repères qu'on a depuis longtemps quand on est français sont un peu loin. Et donc là, pour nous, ce qui est génial dans cette zone et donc à Rosas, c'est que on est un endroit qui est beaucoup moins connu, visible que d'autres villes espagnoles. On est à une heure du fromage AOP et du vin français, voire du médecin qui parle français quand on parle pas très bien espagnol. Et dans une zone où la nature est très belle, il y a des infrastructures qui sont top. Voilà, donc pour nous, globalement, Rosas, c'est un spot qui va continuer à se développer et probablement à être préempté, soit en termes de temps partiel dans une année, un peu l'exemple que Philippe donnait, sur place, ou de gens qui vont aller passer leur vieux jour dans cette région. Voilà, il y a le côté Costa Brava, il y a la douceur, il y a on va dire l'exotisme tout relatif de vivre en Espagne, mais en même temps, on n'est pas trop loin de la France, de ses petits-enfants, de la cuisine française et éventuellement de médecins qui parlent la langue quand on a besoin d'être suivi. Pour parler plus précisément du terrain, on passe sur la photo de droite. Donc, ce que vous voyez à gauche de la photo, c'est le port. Et donc, le terrain avec, pour l'instant, une bâtisse sur un niveau que nous allons acheter, c'est ce qui est marqué en rouge. Donc, vous voyez qu'on est extrêmement près du port et de la mer, et on va le voir derrière en photo également. Alors, sur cette opération, donc c'est la filiale Atoa for MGI qui va réaliser l'opération. Donc, acquisition du terrain et du bâtiment dont je vous parlais, l'ensemble des études, le suivi de la construction avec les partenaires qui vont intervenir sur place, et la vente. Et donc là, l'objectif, c'est de vendre les lots sur plan, et que ce soit ça qui finance les travaux. Donc on est sur une commercialisation
qui va arriver rapidement dans le processus des 24 mois qu'on vous a présenté sur la page projet. Ça arrive en un tout petit peu de latence. Alors, le terrain, donc là, vous avez une photo panoramique pour arriver à voir l'ensemble de la parcelle. Donc, vous voyez, alors, il y a le petit, la petite terrasse bois là qui est au premier plan, mais vous voyez derrière, en plusieurs blocs, la bâtisse qui est présente sur le terrain aujourd'hui. Et donc, on va du coin du bâtiment premier niveau, donc à gauche de la photo, jusqu'à peu près au niveau de l'arbre. Et donc, cette parcelle, elle forme un triangle. Et donc là, on n'est pas sur l'adresse de, du terrain, puisque c'est Carrère Chaussette Plat, l'adresse administrative du terrain. En revanche, il est traversant entre deux rues. Et donc là, on est Grande Via des Pau Casal. Pardon, Philippe et Gilles, si j'ai écorché. Voilà, qui est la rue passante qui passe devant le terrain. Vous devinez tout à droite de la photo qu'on voit la mer, et donc vous allez mieux voir sur la photo suivante. Voilà. Alors qui est plus récente parce que la photo de la page projet a été prise au mois d'avril, donc celle-là est un peu plus sympa parce que c'est plus conforme à la météo. Voilà. Donc là on est vraiment debout sur le trottoir exactement à l'endroit duquel la photo précédente a été prise. Et donc vous voyez qu'on a donc vue sur la mer et donc en bas de la rue c'est le port. Donc on est vraiment à 2 minutes à pied du port. Euh, Élément, je spoil un peu ce qui va suivre. Les stationnements qui sont prévus sur l'immeuble sont très importants parce que ça, c'est une denrée rare dans le quartier. Donc, c'est important quand on fait des projets de standing d'avoir du stationnement. Gilles, je te passe la main pour parler un petit peu de l'immeuble. Allez. Pas trop vite, Guillemette, s'il te plaît. Avant de parler de l'immeuble, quelques précisions sur Rosas, un peu plus en détail. Donc, c'est une ville catalane, comme vous l'avez compris. Vous avez la réserve du Cap Creus qui part de Rosas et qui va aller jusqu'à Port de la Selva, c'est-à-dire quand vous passez la frontière, je vais peut-être présenter. Mehdi, est-ce que je peux présenter quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Parce que je pense que c'est important voilà, de comprendre l'emplacement dans lequel on est. Paf, paf, paf. Ça prendra 5 minutes. 2 minutes. Partager. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je pense que oui. Mehdi, c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, vous avez, comme l'a expliqué Mehdi, vous avez ici la province de Gérone, qui est une première province espagnole et qui est une province catalane. Vous avez la frontière qui est ici par l'autoroute que vous connaissez peut-être tous, qui est la frontière du Pertus avec la Jonquera juste après. Vous arrivez à Figueres, vous tournez à gauche à Rosas, et du coup, entre Rosas et le Boulou ici, on a grosso modo 35 minutes de route. Rosas, vous connaissez peut-être toute la baie de Rosas avec l'Escala qui est connue au sud de la baie des Français. C'est une ville qui est un peu morte l'hiver, mais qui est une très belle destination l'été. Et donc au nord, vous avez Ampuria Brava avec ses canaux et avec le port d'Aiguamoy, ça c'est une réserve du parc naturel. Et vous avez donc la ville de Rosas avec sa marina, elle aussi, qui s'appelle Santa Margarida. Et juste après Rosas, vous avez donc le début de la réserve naturelle du Cap Creus. Donc tout ça, c'est une zone sauvage avec un village qui est extrêmement connu qui s'appelle Cadaqués, que vous connaissez certainement avec le musée de Dali, la maison de Dali, excusez-moi. Voilà, donc ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que sur les côtes, quand on réfléchit et qu'on prend un peu de recul, les calanques commencent à Marseille et vont vers la Côte d'Azur à droite, et de Marseille jusqu'à Collioure ici, Argelès pour être plus précis, le début d'Argelès, vous n'avez que du sable. Et donc les Pyrénées viennent dans la mer ici, et à partir de là, on retrouve quelque chose qui est plutôt magnifique, c'est-à-dire les montagnes qui se jettent dans la mer. Et c'est ce qui fait toute la beauté de la réserve de Cadaqués et du Cap Crève. Ici, vous avez Bagnols-sur-Mer que vous connaissez peut-être. Quand on prend Rosas, aujourd'hui, c'est une ville de 20 000 habitants environ.
qui a doublé sa population depuis 2001, mais qui stagne depuis 2010. Il y a beaucoup de Français pour la qualité de vie, et effectivement, comme le disait Mehdi, pour son accès facilité à la France, et notamment, vous avez à la sortie d'autoroute du Boulou qui est ici, vous avez tout ce qu'il faut pour faire cabinet médical, grande pharmacie et toutes les analyses. Donc, beaucoup de Français vivent dans cette période, et Philippe me démentira pas, je pense pas, pour la qualité de vie de la zone et pour effectivement la proximité avec la France. Rosa, c'est un tout petit village qui est ici, enfin un tout petit village, qui est hyper concentré ici, avec les plages de sable ici et deux plages d'exception qui sont le Petit Canaille ici et l'Almadrava que vous voyez ici. Donc tout ça, il faut bien comprendre que c'est tout en pente avec une vue sud et des maisons qui sont extrêmement, avec des quartiers extrêmement pentus. La zone du port, c'est celle-ci, une zone recherchée. Pourquoi? Parce que vous venez, donc nous, on se situe, on est ici, hein, et donc on a l'accès au port de plaisance ici et le port professionnel qui est ici, mais on est aussi à peine à 5 minutes de la plage de la Punta, qui est la plage qui lie le port au village de Rosas, avec tous les magasins qui sont là. Donc tout ça, ça se fait bien à pied, et donc on est dans un quartier un peu exclusif. Aujourd'hui, il y a un immeuble qui fait référence à Rosas, si on parle de qualité de bien et d'immeubles référents. Ici, vous avez l'entrée du port, du parking du port. Je tourne, et cet immeuble-là est l'immeuble le plus luxueux, on va dire, de Rosas en termes d'appartements. Philippe, s'il y a des choses qui sont fausses, n'hésitez pas à nous l'écrire sur le fil d'actualité. Aussi, Non, pour l'instant, je n'ai rien à dire, hein. Parfait. donc, ici, vous avez l'entrée au parking du port qui est ici, les poissonneries des professionnels qui sont là, ici quelques restaurants, et donc l'appartement, enfin les deux appartements ou trois appartements, ça va être un choix à faire, sont situés ici, donc à peine à 2 minutes du port de Rosas. D'accord? Faut quand même avoir ça à l'esprit. Et ici, quand vous partez à gauche, vous allez à l'Almadrava et aux Petites Canailles, les deux plages dont je vous ai parlé, qui sont situées là et là, en 5 minutes. Donc, c'est un quartier qui va être extrêmement recherché, et aujourd'hui, il n'y a pas de projet de qualité à Rosas. En tout cas, il n'y a pas de projet de luxe à Rosas. On a préféré, sur ce projet-là, avoir ça nous a été présenté aussi comme ça, hein. On a eu la chance de venir sur un projet qui était déjà préexistant, et donc ça a été présenté et on souhaite le faire comme ça, comme des appartements plutôt de luxe. Donc je vais relaisser la main à Mehdi sur le partage d'écran. Arrêtez le partage. Mehdi, tu peux nous le remettre, arrêtez le partage. Là. Merci. Donc pour revenir sur le projet en lui-même, excusez-moi. Donc, on a un R+2, plus terrasse sur le toit, plus en sous-sol, 6 places de parking et deux, ils appellent ça des straster en catalan, c'est pas des caves, des remises, de façon à pouvoir mettre son matériel. L'idée, c'est de faire de ces... Aujourd'hui, il y a 3 appartements pour gagner de la surface commerciale et pour gagner de la qualité de prestation. On a décidé de faire 2 appartements, c'est-à-dire un appartement en rez-de-jardin et au R+1, l'espace de vie, de façon à avoir une superbe vue mer, et un deuxième appartement en duplex avec les chambres au R+1 et l'espace de vie plus chambre au R+2 plus l'accès à la terrasse du dessus. Donc, si on prend la page suivante, Guillemette, si je ne dis pas d'annerie, voilà. Là, on devine, à gauche, vous avez la Grande Via de Pau Casals. Ça, c'est la rue principale qui permet d'aller à la Lomadrava et tout ce qu'on a dit juste avant. Et à droite, vous devinez derrière les petits transats le chemin d'accès, qui est une petite rue. Ça sera plutôt l'accès piéton. Donc, l'idée, c'est d'avoir en sous-sol 6 places de parking, les trasters, comme j'ai dit, et l'ascenseur, qui vous amèneront directement dans l'appartement du R+2, du R+1 et du R+2. Voilà, au R+1, voilà.
Notre projet, c'est donc un projet de promotion immobilière. Ça veut dire quoi une promotion immobilière? Ça veut dire qu'on crée une société en Espagne. Cette société va être promoteur. Elle va donner un contrat à l'architecte de construire ça. Et on a un contrat avec l'agence Angel Walkers, qui est une agence reconnue sur les propriétés de luxe, pour commercialiser ces projets-là, ce produit-là. Et donc, on fait ce qu'on appelle le contrat de réservation en France, ce à quoi vous êtes habitués. Quand on fait du neuf en France, on appelle ça un contrat de réservation. Et le transfert de propriété se fait lors de la remise des clés. Quand on est en Espagne, ça s'appelle un contract d'arras. Et donc, c'est un contrat d'art, on va dire. C'est l'équivalent et il faut avoir un banquier qui vienne effectivement nous apporter la garantie financière. Donc ça, ce sont des choses qui vont être supportées par la société de droit espagnol. Et donc, petit à petit, il y aura des appels de fonds faits aux investisseurs, aux acheteurs, excusez-moi, qui nous permettra, c'est ce qui nous permet de ne pas lever 100% de la somme nécessaire à la construction de l'immeuble. Comme vous le voyez en page suivante, sur la TIC, Guillemette, tu peux nous la passer. Sur la TIC, l'idée, c'est de faire des propositions à nos clients. J'entends aux clients vendeurs. Moi, je ne souhaitais pas qu'on ait en charge le surcoût des piscines, parce que je ne suis pas certain que ça soit toujours quelque chose qui soit valorisé chez les clients. Donc, l'idée, c'est d'avoir un prix d'achat, d'appel qui soit cohérent et qu'ils puissent, en payant leurs options, payer la piscine, payer ou une piscine sur le toit ou un jacuzzi, en tout cas, payer toutes ces choses-là qui coûtent beaucoup d'argent. Par exemple, le garde-corps en verre qui est dessiné, ce sont des choses qui coûtent extrêmement cher. Donc, si on peut les mettre en plus-value au coût de l'acheteur, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc, vous avez vu que l'immeuble est quand même plutôt sympa. J'ai trouvé enfin, on a tous trouvé, sauf erreur de ma part, le dessin de l'architecte assez sympa. Il épouse très bien la parcelle et surtout, il donne une orientation parfaite par rapport à la mer, la vue mer. Mélie, je te laisse la main quant à l'investissement. Merci Gilles. Alors, pour ce qui concerne l'investissement, ceux qui ont été sur la page projet vont pas découvrir grand-chose. La levée totale, c'est 878 000 euros. Comme Gilles vient de dire et c'est indiqué en dessous, le financement de la construction va venir de la vente sur plan. Après, c'est une structure relativement classique, hormis deux particularités sur un projet de promotion. Donc, vous avez le prix d'achat à 450 000, les frais d'achat à 72. Là, vous allez trouver les frais d'agence, les droits de mutation, voilà, classique. La partie honoraire à toi et fiducie. Alors, les études, ça c'est particulier puisque c'est toutes les études qui vont concerner la phase préalable au lancement de la construction qui vous a été présentée, une poche de frais juridiques, le pilotage du projet puisqu'il faut du monde sur place pour suivre et piloter ça. On a aussi prévu une petite poche d'aléas sur cette partie-là. Alors rassurez-vous, c'est pas les aléas travaux. Les aléas travaux, ils sont dans les trois hypothèses que je vous présente juste derrière. C'est juste une petite poche d'aléas si jamais il y a un éventuel surcoût sur une des lignes que je viens de vous présenter. Alors, hormis les honoraires, hein, les honoraires, c'est quelque chose qui est fixe, mais plus sur la partie juridique, sur la partie études. Alors, si on passe à la partie. Alors, les prévisions, ça, je vous explique un peu les trois hypothèses. Donc, on est sur 18-24 mois en termes de délai. C'est pour ça que le projet est chiffré sur 24 mois. Vous avez l'habitude, hein, on fait toujours attention au maximum à présenter des choses conservatrices. Donc, dans le premier scénario, qui est le scénario défavorable, on a prévu un dépassement du coût prévisionnel de construction et un prix de revente dégradé. Dans le scénario médian,
On a prévu un aléa sur le prix de construction ciblé et un prix de revente dans la moyenne. Et sur le troisième, bah, c'est un coût de construction optimal et une revente qui valorise à la fois la qualité du bien, son emplacement. Voilà, donc arriver à déclencher le coup de cœur pour reprendre un vocabulaire de plusieurs émissions télévisées bien connues. Alors, point d'attention à ceux qui vont vouloir aller croiser des chiffres. Il y a un élément un tout petit peu différent en Espagne par rapport à ce qui se passe chez nous. Quand on fait des recherches immobilières et qu'on cherche des mètres carrés, on ne cherche pas des mètres carrés habitables en Espagne comme c'est le point de référence chez nous, mais des mètres carrés construits. Voilà. Parce qu'on peut se dire, tiens, c'est marrant, Gilles a dit que Rosas c'était un coin de plus en plus prisé, le prix du mètre carré est pas cher. C'est pas le même mètre carré que sur SeLoger en France. Donc là où on a un appartement de 40 mètres carrés avec une terrasse de 40 mètres carrés en France, ça sera 40 mètres carrés multiplié par le prix au mètre carré. En Espagne, 40 mètres carrés d'appartement et 40 mètres carrés de terrasse, c'est 80 mètres carrés. Voilà. Donc, soyez juste un peu prudent si vous vous amusez à croiser des chiffres. Ce détail dans le référentiel peut peser lourd. Voilà. Là, on a pris le cas où c'est un pour un. Quand on a 40 mètres carrés d'appartement et 80 de terrasse, on se dit, ah, j'ai 120 mètres carrés, pas cher. Encore une fois, c'est pas les mêmes. Alors, je passe à présent sur scénario défavorable, médian et favorable. Donc vous voyez que le coût initial est le même, voilà, avec la petite poche d'aléa dont j'ai parlé. En coût de revient, donc évidemment, ce qu'on cible, c'est le 2 228 000. Il y a un petit aléa sur le scénario médian à 2 339 000 et il y en a un supplémentaire sur le scénario défavorable. Sur le prix de revente, le 2 722 000, c'est quelque chose sur lequel le partenaire qui commercialise est à l'aise. On parle évidemment de net vendeur hein, ici. Donc le prix affiché, il va inclure aussi les frais du commercialisateur, donc les frais inhérents à la vente immobilière. Donc là, vous avez le prix de net vendeur. On a une hypothèse un petit peu plus conservatrice au milieu et une vente compliquée où il faut faire de grosses concessions, ce qui est évidemment pas le scénario attendu. Et si d'aventure on avait une situation particulière, on sera plus dans un arbitrage de dire tiens, est-ce qu'on attend des conditions un peu plus favorables plutôt que brader quelque chose qui est exceptionnel, qui est évidemment pas selon nous ce qu'il faut faire. Donc vous avez en dessous les 80% de la plus-value puisqu'on est intéressé à la performance en su sur cette opération. Donc, dans le scénario défavorable, on a 92 000 de plus-value redistribuée, 338 dans le médian, 395 dans le scénario favorable. Le net redistribué, eh ben, c'est évidemment la mise de départ plus la plus-value. Et donc, vous avez en dessous la valeur du jeton au moment où on redistribue les fonds. Ce qui fait que on est au total sur 24 mois, si on prend le 8,4, le 38,4 et le 45 de rentabilité totale et qu'on ramène ça à une rentabilité annualisée, ça fait 4,2 en scénario défavorable, 17,5 en scénario médian et 20,5 en scénario favorable. Évidemment, sur les rentabilités annualisées, c'est calculé comme de l'intérêt composé. Donc, c'est pas juste le chiffre divisé par 2. Alors, même si en l'occurrence, sur le scénario 1, comme c'est des petits pourcentages, on a l'impression que c'est ça. Mais on est vraiment sur qu'est-ce que ça ferait si cette somme était placée en intérêt composé sur 2 ans. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait dans le chiffre sur 2 ans divisé par 2. Une petite précision, Mehdi, si tu veux bien. Bien sûr. Donc, quand on parle de promotion, là, on parle de permis, on appelle ça des licencias en Espagne, obtenus. Permis obtenu, il n'y a pas de recours des tiers en Espagne, c'est pas comme chez nous. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le permis, on peut commencer à travailler donc à détruire l'immeuble existant pour le reconstruire.
pour construire le nouveau. Sachant que si on fait ça, ça sera qu'on aura vendu nos biens. On aura vendu nos biens sur plan de façon à ce qu'il n'y ait pas une seule somme qui soit investie sans avoir la certitude d'avoir vendu nos biens. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est imaginons un scénario très défavorable, même s'il n'est pas forcément défavorable en termes économiques. Le scénario très défavorable, c'est on n'obtient pas la licence, on n'obtient pas le permis et on doit revoir le projet d'aujourd'hui sans faire un projet de promotion comme il est dessiné ici, mais c'est en prenant l'existant. Et aujourd'hui, en termes d'existant, on a, je ne saurais plus vous dire exactement, je ne l'ai plus exactement en tête, mais on a la capacité à venir faire des duplex sur ce qui existe aujourd'hui avec de la surface déjà construite. Donc, il y a quand même plein de solutions, et c'est-à-dire que même dans l'hypothèse où on n'aurait pas la licence, donc l'architecte m'a dit avant-hier que pour lui, on avait 99,9% d'obtenir les licences parce qu'on a ce qu'on appelle un certificat d'urbanisme et que le certificat d'urbanisme explique qu'on a le droit de construire ce type-là et qu'ils sont déjà allés voir la mairie, qu'ils ont déjà présenté le projet. Mais de manière à être parfaitement transparent, on parle là d'une promotion qui se fait et quand on parle de risque, le risque, c'est d'être propriétaire d'un bien. Que vaut ce bien? Ce bien, il aura de toute façon une valeur parce qu'on l'achète plutôt bien. Voilà. Mais je préférais apporter cette précision dans l'hypothèse de on ne fait pas la promotion, on est bien propriétaire du bien, le bien est extrêmement bien placé et on a un certificat donné par la mairie qui nous dit qu'on a le droit de construire ça. Voilà. Excuse-moi, Mehdi, mais Non, ça me merci semblait. Gilles, c'est très bien. Alors, ceux qui nous suivent depuis quelque temps seront pas dépaysés. C'est sur le fait que on vous communique à peu près tout et toujours tous les scénarios. Alors, comme disait Gilles, effectivement, le scénario où il faudrait réutiliser l'existant et pas forcément défavorable d'un point de vue économique. Enfin, il est même plus favorable que le scénario défavorable que vous avez là. Voilà, donc le but, évidemment, c'est de faire ça, mais on n'irait pas sur cette opération-là si on n'avait pas du plan B et du plan C si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Voilà. Et pour finir, alors ça va reprendre strictement ça, et comme vous en avez l'habitude, on met toujours un exemple sur un montant de token investi sur le projet. Voilà, donc vous retrouvez strictement, alors là pour le coup, les chiffres du scénario médian. Voilà, on est toujours prudent, on vous dit tout, mais on va pas se flageller non plus à faire que des hypothèses de scénario catastrophe. Voilà, donc quand on investit 500 euros, bah, il n'y a pas de crédit reversé, donc il y a la partie reversée mensuellement. Là, on est sur achat et revente, donc une plus-value à la sortie. Et donc, sur 500 euros investis, dans le scénario médian, on ressort au bout de 24 mois avec 692,40 €, ce qui refait les fameux 17,5 annualisés que je vous ai présentés précédemment dans le scénario médian. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, ceux qui ont déjà un compte créé et des pièces d'identité renseignées et validées, bah, tout va bien. Pour les autres, bah, rendez-vous sur atoa.io. Vous pouvez créer votre compte. Dès la création de votre compte, vous pouvez souscrire, c'est-à-dire réserver une portion du projet. Immédiatement, quand vous avez réservé, vous chargez vos pièces, donc pièces d'identité IBAN qu'on envoie en vérification réglementaire. Voilà, notre recommandation, c'est attendez d'avoir eu le retour de validation des pièces avant d'émettre un paiement. Voilà, parce que si c'est pas le cas, ça peut provoquer quelques difficultés au niveau des flux. Donc, on envoie les fonds une fois que la vérification réglementaire a été faite.
Voilà. Et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, on va profiter du fait d'avoir un guest. Philippe, si vous voulez bien ouvrir votre micro et si vous avez Ouais, c'est un petit témoignage sur, alors en particulier sur le lieu, on vous laisse la parole avant de prendre les questions. Pendant que Philippe témoigne, vous pouvez préparer vos questions qu'on prendra éventuellement de vive voix, mais vous pouvez aussi les saisir dans le chat, hein, donc les petites bulles qui sont en bas de votre écran, de façon à ce qu'on les traite les unes après les autres et qu'on soit sûr de n'en oublier aucune. Philippe, je vous laisse la parole. Ouais, merci, c'est sympa. Quand j'ai vu, ça va, ça résonne pas trop au niveau du son? C'est parfait. C'est génial. Quand j'ai vu que vous faisiez quoi, 14 et quelque chose à Rosas, ça m'a fait un grand sourire en me disant, bah tiens, je vais pouvoir investir chez moi. Parce que quelque part, au bout de 8-9 ans, on se sent chez nous là-bas. Donc, l'histoire de 1 heure de trajet, à la frontière, comme disait Gilles, on est plutôt à 35 minutes. À la limite, si vous voulez aller à Perpignan, c'est là où il faudra peut-être 1 heure. Et puis de l'autre côté, il faut voir aussi les villes espagnoles. Vous avez Figueras à 20-25 minutes, vous avez Gérone à 45. Donc en fait, vous n'êtes pas perdu complètement, quoi. Il y a vraiment de la vie toute l'année. Rosas, c'est en catalan, Rosas c'est en espagnol, c'est pour ça qu'on peut, on peut dire les deux. Ce qui est intéressant aussi au niveau des moyens de communication, c'est qu'il y a quand même une gare TGV à Figueras, donc à 20-25 minutes. Vous avez l'avion à Gérone ou à Perpignan, c'est en gros 1 heure de chaque côté. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trajets, possibilités. Il y a l'autoroute, et puis nous, on a des cousins qui sont venus en bateau, donc c'est bien aussi d'être à côté du port. Sinon, au niveau de la santé, parce que c'est vraiment intéressant, effectivement, comme disait Gilles, on prend l'autoroute, on sort à la première sortie au boulot où il y a un complexe sanitaire qui est très bien, avec une très bonne pharmacie. Mais il faut voir aussi, c'est que le système de santé espagnol est vraiment efficace. On a eu des problèmes avec mon épouse qui a dû faire le Cap de Rosas, l'hôpital de Figueras et l'hôpital de Gérone. Franchement, si vous avez pensez bien à prendre la carte européenne de santé, qui est gratuite par votre mutuelle, vous faites aucune dépense et ils ont vraiment des soignants qui sont vraiment top et vous attendez pas d'urgence. Ça, je le dis, pour l'avoir vécu aux trois, vous attendez pas d'urgence. Ils ont vraiment de la bonne qualité au niveau de la formation. Donc, pour les médicaments, c'est bien de passer au boulot, parce que si vous avez des ordonnances françaises. Mais ouais, il y a tout ce qu'il faut. Le Cap de Rosas, c'est pas très loin du bien. Là, c'est vers les Wine Palace. Voilà, vous avez vraiment tout sur place. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? Au niveau alimentation et tout, ben, vous allez voir un niveau de vie en gros. On disait 20%, c'est peut-être maintenant 15% d'écart, mais voilà, vous pouvez manger et puis vous alimenter à des prix qui sont quand même plus intéressants. Rosas, comme disait Gilles, c'est qu'une ville qui est de mieux en mieux en hors saison. Mais en hors saison, il y a quand même un tiers de francophones, hein. Surtout des Français, mais un peu de Belges. Ce qui veut dire que quand vous allez à Rosas, il n'y a pas la barrière de la langue. Tout le monde parle français. Si vous voulez apprendre un peu l'espagnol, s'il y a une association des Français sur place, vous allez voir que dès que vous rentrez dans un magasin, vous dites voilà, qu'est-ce tal, et bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Et ils parlent tous un peu français. Donc la barrière de la langue n'existe pas là-bas. L'histoire du parking, c'est très bien parce que c'est tellement rare que vous avez des parkings qui sont pris d'un appart. Il faut le voir, vous avez des apparts qui sont à des parkings à 100 000, hein. Donc, c'est très bien d'avoir prévu ça. Dans le parking, prévoyez aussi de la place pour mettre des jet skis, des planches à voile, des choses comme ça. Ça, c'est hyper important. Si vous avez la place et vous pouvez mettre des parkings à revendre ou à louer à l'extérieur, ça peut être possible aussi parce que c'est vraiment rentable. Donc, la montagne qui tombe dans l'eau, ça c'est effectivement génial, ça m'a fait penser aux Canaries. C'est vraiment ça. Et puis vous avez des petites criques, et puis il y avait une tache blanche et vous avez la ville. Franchement, c'est très bien. Il y a un microclimat aussi dans la baie de Rosas. Il fait toujours beau. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, voilà, quoi. Il faut y aller. Allez-y pour découvrir. Vous verrez qu'il y a une qualité de vie. Les gens sont accueillants. Quand vous rentrez dans un commerce, ils vous sourient, ils font pas la tronche, comme parfois en France. Donc, non, il y a une qualité de vie. Et puis, il y a une très grosse communauté francophone. Il y a une association qui déplace, qui fait beaucoup d'activités. Et tous nos réseaux d'amis là-bas maintenant. Moi, je suis sur Lyon. J'ai quelques amis qui sont liés à ma profession, mais voilà, tous nos amis sont là-bas.
Donc, très beau projet. Voilà, je vais m'arrêter là. Ah, par contre, si au niveau des travaux, j'espère qu'il y aura un bon suivi parce que les travaux en Espagne, parfois, ils ont tendance à durer. Voilà, c'est juste cette remarque-là. Voilà, je coupe le micro. Pour Si répondre Philippe. sur les, pardon. Pour répondre sur le sujet des travaux, vous savez qu'à Rosas, on ne peut pas travailler entre juillet et août. Donc l'idée, c'est d'avoir le permis d'avoir un accord principe en décembre au plus tard. Grosso modo, ça veut dire qu'en janvier, on devrait pouvoir avoir ce qu'on appelle le permis. Derrière, vous avez tout le DCE, le document de consultation des entreprises, avec tous les plans d'exé qui auront été anticipés parce que de toute façon, on échange bien à la mairie des eaux aujourd'hui, dans l'idée de pouvoir commencer à détruire et à construire en mars ou avril, de façon à ce qu'on puisse finir ou très bien avancer le gros œuvre pour le 30 juin. Ensuite, il ne se passe plus rien sur juillet-août. Et donc, il y a relancé dès septembre pour espérer, euh, hein, j'entends bien, être capable de livrer ou faire une pré-livraison en septembre, en juin suivant, sachant que ça ne sera pas livré définitivement, mais l'idée, c'est qu'on puisse vendre un projet presque achevé et que s'ils ont à faire leurs aménagements complémentaires, qu'ils puissent les faire de septembre à décembre suivant. Donc, grosso modo, pour une livraison au 1er janvier, euh, si je ne dis pas de bêtises, on est en 28. Voilà. Alors, on va pouvoir prendre les questions. Alors, excusez-moi, j'ouvre le chat. Euh, alors, on a pas mal de. Alors, Thibaut qui nous pose pas mal de questions. Il y a déjà eu un projet semblable sur ce foncier. Vous héritiez d'études déjà réalisées par le passé. Les mètres carrés du parking sont valorisés comment? Le coût des études euh, pour tout ce qui est aménagement complémentaire, piscine et autres, est-ce qu'il est inclus dans les études? Quel copro sur l'immeuble? Voilà. Alors, et je peux déjà répondre, je vais laisser Gilles prendre la main sur les études. Pour ce qui concerne les versements, évidemment, les versements, c'est quand le projet est terminé. Donc, quand on a livré et encaissé l'ensemble des propriétaires. C'est une société de droit espagnol, donc elle doit finir ses comptes, faire sa déclaration d'impôt, payer son impôt société en Espagne et ensuite on distribue les revenus. Au niveau de donc pour répondre sur le foncier, les gens qui se sont occupés de la commercialisation ont fait le projet pour pouvoir le vendre pour pouvoir mieux le vendre. Au début, la présentation du bien était à 600 000 euros et on a réussi à négocier à 450 000 euros. Au niveau des parkings, des mètres carrés de parking valorisés, en fait, l'idée, c'est d'avoir 2 appartements exclusifs à Rosas. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, moi, je suis propriétaire sur le golfe de Peralada. Le golfe de Peralada, c'est un village qui est situé entre Rosas, à mi-chemin entre Rosas et Figueras. Et grosso modo, vous avez des petits resorts comme ça, un peu plus chers que d'autres, pour faire simple. Et Rosas, aujourd'hui, n'a pas d'appartement de luxe. Il a des très belles maisons, mais il y a peu d'appartements de luxe. Ça, c'est un premier point. Et il y en a peu qui sont à la vente. Je parle bien du centre-ville où on est actuellement, par exemple. Ce projet, il est quand même extrêmement bien situé. Il faut quand même avoir ça à l'esprit. Et voilà. Et donc, un Français ou un Belge, parce que c'est l'essentiel de la clientèle des dernières années. À une époque, il y a eu beaucoup d'Allemands. Les Allemands se sont retirés et on a essentiellement une communauté francophone. Mais cette communauté-là, quand elle fait l'arbitrage entre acheter un appartement de 130 mètres carrés, plus piscine, plus lumière et compagnie, euh, si elle arbitre entre Rosas, par exemple, et la Côte d'Azur, ben, vous voyez bien les prix qui sont dans la Côte d'Azur. Le budget qu'on envisage, il est en dessous des prix de la Côte d'Azur. Et il faut bien avoir ça à l'esprit.
la rareté fait le sujet. Donc, on ne peut pas valoriser des mètres carrés. Aujourd'hui, objectivement, celui qui va acheter ça, ceux qui vont acheter ça, puisqu'on parle de deux personnes, ils vont acheter un bien de luxe avec une vue mer imprenable, avec un accès au port facile et avec 3 places de parking. Et quand vous avez des voitures qui valent 300 000 euros, vous préférez les avoir chez vous, à l'abri dans votre garage, plutôt que les avoir dans la rue. Ça, c'est un premier point. Et que du coup, la valeur de l'appartement n'est plus en rapport avec le budget d'investissement. Exemple, si vous avez un bateau qui vaut 800 000 euros, plus des voitures qui valent 300 ou 400 000 euros, payer l'appartement à 200 ou 300 000 euros plus cher que la valeur normale du marché, on va dire, d'un appartement classique, c'est plus un sujet. J'espère que j'ai. Au niveau des coûts des études, on est sur des structures en Espagne, c'est ce qu'on appelle du poteau-poutre. Donc, en gros, on fait des structures porteuses qui sont uniquement les poteaux et les poutres et les dalles qui font le refend. Du coup, oui, la piscine est envisagée là-dessus. Le poids de la piscine est bien pris en compte par l'architecte. Ils font ce qu'on appelle des poutres retroussées pour permettre de tenir ces structures-là. Et c'est en ce sens que je souhaite aussi le mettre en plus sur les options, de façon à avoir un prix d'appel plus bas et que le surcoût lié à la maçonnerie et tout ce qui va avec, celui qui veut une piscine plutôt qu'un spa, il l'aura, mais il le paiera, grosso modo. Mais que ça soit justifiable. C'est plus facile à justifier un surcoût lié à ça, comme vous le dites. Et par rapport au projet initial qu'on ne vous a pas montré, ils avaient fait une piscine en porte-à-faux. Et, et ça, par rapport à différentes questions de sécurité, de coûts et compagnie, c'est ce que j'ai fait modifier parce qu'effectivement, là, pour le coup, ça commençait pour moi à apporter beaucoup de risques. Et c'est surtout que quand vous avez besoin de faire ce type de construction, vous êtes obligé d'aller voir des gros faiseurs qui sont équipés et du coup, vous payez beaucoup plus cher votre maçonnerie, vous payez beaucoup plus cher beaucoup de choses parce que ça demande une capacité plus importante. Sur la copropriété, bon, il y aura ça sera géré classiquement, il y aura 2 propriétaires. Je ne sais pas quelle est la question qui est derrière. Et voilà, je pense avoir répondu aux 3 questions. Merci Gilles. Alors, effectivement, je sens que Gilles a switché. Il y avait 2 hypothèses sur ce projet qui étaient est-ce qu'on fait 3 appartements ou 2 duplex? La question peut se poser, ça change rien sur les chiffres qu'on vous a présentés, c'est juste 2 hypothèses. Bon, vous aurez compris que Gilles a l'air d'avoir fait son choix et partir plutôt sur 2 duplex. Beaucoup d'agences immobilières. Est-ce que le projet ne sera pas en trop par rapport aux autres offres? Non. Enfin, il faut. On va pas s'emballer. Je pense que Gilles l'a dit en filigrane. Philippe y a fait référence. On fait pas un projet à Rosas. On fait un projet qui est exceptionnel et qui doit devenir une des références localement. Donc les appartements qui vont être à vendre, ils sont pas sur le même marché qu'un appartement lambda. Il faut bien comprendre que on n'a pas l'habitude sur Atoa de vous proposer le tout venant qui passe. On travaille beaucoup les dossiers et donc si on vous présente ça, c'est parce que c'est réellement quelque chose d'exceptionnel. Oui, ça ne se trouve pas là-bas. Des agences immobilières, il y en a plein, mais c'est pas de ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je rejoins Gilles, il vaut mieux faire 2 apparts que 3. Et ceux qui ont les moyens, ils auront de la place, ils veulent du volume, ils veulent de la lumière, ils veulent du silence, ils veulent de la place. Effectivement, le parking, même 3 voitures par personne, enfin par appart, c'est pas totalement absurde, comme tu dis. Après, il faudra voir, il y a une question qui a été posée, est-ce que l'accès parking sera suffisant pour des grosses berlines, parce qu'il y a quand même des gros SUV, là, quand vous êtes en bord de mer, sur la place Catalunya, et que vous voyez passer les voitures, il y en a que ça fait pas mal d'apparts qui circulent, hein. Donc, il vaut mieux, tant qu'à taper haut, il vaut mieux en mettre que 2. Ça sera un sujet, mais le sujet, ça va être dans le dispatching des zones de parking en bas, en fait, finalement. Et le deuxième sujet, c'est par rapport à une question, effectivement, l'accès voiture est important, et donc il faudra y veiller.
J'en ai pas parlé, mais grosso modo, j'ai demandé aussi à l'architecte de nous prévoir une place de parking directement dans la propriété, un accès rue direct au niveau rez-de-chaussée, de façon à ce que si les gens justement ont quelque chose d'un peu plus important ou veulent livrer ou ci ou ça, ils aient un accès chez eux sur leur rez-de-chaussée, pour répondre à la question. Alors, pour les questions, il y a plusieurs questions concernant la fiscalité et concernant alors, le financement bancaire. Je pense que ça rejoint une question sur pourquoi le projet n'est pas un projet en partenariat aussi avec 170 ISI. Donc, pour la fiscalité, Gilles a parlé d'impôts tout à l'heure. Ça ne vous concerne pas. Les impôts en Espagne, ce sont des impôts qui vont concerner la société de droit espagnol. Vous concernant, vous contractualisez avec une société de droit français et donc la majorité d'entre vous sont résidents fiscaux français. Donc la fiscalité qui s'applique est la même fiscalité que celle à laquelle vous êtes habitué sur les autres projets. Donc là, en l'occurrence, sur celui-là, c'est la flat tax, le PFU, sur la plus-value que vous réaliserez sur votre investissement. Et la partie fiscalité liée à la société espagnole est évidemment inclue dans les coûts du projet. Concernant le sujet euh, intérêt bancaire, partenariat avec 170 ISI, il n'est pas prévu à date d'avoir recours à du financement bancaire. Ça peut être un plan B en cas de nécessité, mais ça de toute façon c'est quelque chose qui se traitera avec les investisseurs du projet. À date, ce n'est pas prévu. L'autre élément qui fait qu'on n'a pas marqué ce projet comme un projet en partenariat avec 170 ISI, c'est que on utilise pour la première fois sur ce projet, alors je sais que c'est un détail pour la plupart d'entre vous, mais un contrat d'obligation tokenisée indexée, qui est le nouveau contrat ATOA. Globalement, en termes de montage, c'est le même fonctionnement que le contrat précédent, qui est un contrat de partage de revenus. On a fait ça essentiellement pour des sujets, de facilité de compréhension pour des partenaires commercialisateurs et parce que dans nos discussions avec l'AMF, on a obtenu un sujet clé sur l'actif numérique et l'AMF était plus à l'aise si on basculait sur ce type de contrat plutôt que le partage de revenus. Or, ça veut dire rédiger un nouveau contrat, et un nouveau contrat, avant de l'utiliser et de le déclarer conforme, eh ben, il faut une relecture complète, ce qui est en cours actuellement. Donc, l'ancien contrat avait été validé. On est assez serein sur celui-là, puisqu'il reprend globalement les mêmes droits, mais tant qu'il n'est pas validé, on ne va pas faire d'hypothèse là-dessus. Donc, aujourd'hui, on ne présente pas ce projet comme un projet conforme à l'éthique des projets 170 ISI pour cette raison-là. Alors, le prix par rapport au marché, je pense qu'on a lourdement insisté dessus. Alors, deux questions. Vous estimez le coût des travaux à environ 1,5 million plus 10% d'aléas pour le défavorable. Non. C'est le coût le coût qui est affiché. Peut-être, Dimet, tu peux revenir sur cette slide-là. Je ne sais pas pourquoi 1,5 million. Et à quelle date l'investissement démarre, ça, on va y revenir après. Ah oui, pardon, excusez-moi, le coût de construction. Oui, parce qu'on a on a le coût de revient total. Oui, donc je suppose que c'est le coût de revient total moins les 878. Alors, est-ce pertinent? Oui, c'est un travail qui est fait sérieusement. Si vous avez de l'inquiétude sur le fait que on sache chiffrer correctement des travaux, c'est un peu embêtant. C'est quand même le 13e, 12e ou 13e projet qu'on met sur Atoa. Jusqu'à maintenant, je crois qu'on a une réputation méritée de chiffrer correctement nos projets et de les chiffrer de façon prudente. Donc oui.
Après, est-ce qu'il faut prévoir 20%, 30% d'aléas? Je pense que plus on a été soigneux et rigoureux dans le chiffrage, le moins de marge d'erreur on peut se permettre. Évidemment, dans le chiffrage des travaux en eux-mêmes, on a aussi été prudent. Euh, c'est, je vais essayer de le dire poliment, mais on ne fera jamais comme un certain nombre d'acteurs du marché qui vont chiffrer de façon très favorable pour annoncer des gros TRI et que ça se passe pas bien derrière, voire, si je parle de ce qui peut se faire côté crowdfunding, des cas de défaut. Euh, donc on fait des choses sérieusement et prudemment. On va pas non plus se mettre à vous annoncer des TRI deux ou trois fois inférieur à ce qu'on estime réaliste, parce que derrière, on va nous dire, tiens, vous faites des projets qui sont pas intéressants. Parce qu'à un moment donné, quand vous annoncez 5 et que vous versez 10, c'est un peu idiot d'avoir annoncé 5. Voilà, donc oui, c'était sérieusement, oui, c'est fait aussi rigoureusement que les autres projets qu'on a fait jusqu'à maintenant. Évidemment, il y a des fois où on se trompera, ça arrivera. On n'est pas, on essaie de faire, de mettre plus de transpiration que beaucoup pour faire les choses sérieusement, mais on n'a pas de boule de cristal. Voilà, mais là, on estime que c'est quelque chose qui a été préparé rigoureusement. Et à quelle date l'investissement démarre? Eh ben, dès qu'on a terminé cette visio, la campagne de souscription sera ouverte et une communication partira. Donc, vous pourrez commencer à souscrire bah, dès qu'on aura terminé. Et donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'ensemble de ce qui est versé à la fin du projet. Voilà, tout est encaissé, tout est terminé, la fiscalité est réglée et on vous distribue l'ensemble de votre dû. Euh, alors, est-ce que le projet sera validé conforme ou non à l'éthique avant la fin de la campagne? Euh, très honnêtement, je n'en sais rien et je ne compte pas dessus, ne serait-ce que parce que le contrat que vous avez aujourd'hui, c'est le contrat standard. Il suffit que on ait une formulation de phrase qui soit débattue ou autre. S'il y a une virgule qui change dans le contrat, la réponse est non. On ne changera pas le contrat en cours de campagne. Ce n'est pas réglementaire. Voilà. Donc je ne sais pas et très honnêtement, je ne compte pas dessus. Est-ce qu'il y aura d'autres projets en Catalogne? J'aime bien, on n'a pas encore fait le premier, il y a déjà la question de S. Alors, je l'ai un peu glissé à certains qui m'ont posé la question. Quand il y a une zone à laquelle on croit beaucoup, qu'on veut y faire un très beau projet, et que ce très beau projet fonctionne très bien, et qu'on considère que il y a du potentiel en termes de qualité de terrain ou d'immobilier qu'on peut encore sourcer à des prix intéressants, on serait idiot de s'arrêter là. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Si Gilles veut dire autre chose, je le laisse faire. Et moi, je n'irai pas plus loin dans la réponse. Moi, je suis extrêmement convaincu que vous avez aujourd'hui, on vit une crise immobilière en France. Quelles sont les seules zones qui sont en train de continuer à grimper en termes de prix? C'est la Côte d'Azur. Voilà, c'est la Côte d'Azur et un peu l'arc atlantique. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les gens, quand ils prennent leur retraite, ils vendent leur maison et ils vont dans le sud. Aujourd'hui, les Français font ça. Et donc, soit ils iront dans le sud plus bas, et ça veut dire qu'ils ont déjà confiance dans le système médical espagnol, soit ils vont aller dans le sud et ils vont s'arrêter dans ce qu'on appelle l'Alt Empordà, c'est la région, ici c'est le canton de Rosas, où quelque part tu te retrouves à moins d'une heure de la France. Et pour beaucoup, c'est quelque chose qui est important. Vous avez beaucoup de gens qui achètent leur résidence principale dans les Pyrénées-Orientales, qui est le département le plus pauvre de France, et il y en a beaucoup d'autres qui décident d'acheter dans le Alt Empordà parce que c'est une des régions les plus riches d'Espagne. Voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous achetez à Rosas, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, vous avez un climat, vous avez un accès à la France, vous avez la ligne grande vitesse qui sera là en 2034, vous avez un pouvoir d'achat qui est bien plus important et vous avez le sentiment d'être à l'étranger.
tout en étant proche des petits-enfants, parce que dans le schéma familial de beaucoup de gens et de beaucoup de Français, ben, on veut rester proche pour pouvoir voir ses petits-enfants, parce que c'est un élément indispensable au bonheur des grands-parents. Donc, je suis intimement convaincu que la région a des perspectives intéressantes. Pour pouvoir le faire, il faut être sur un secteur pour moi qui est plus du luxe que du volume, parce que si vous voulez faire du volume, vous serez en face des Espagnols qui peuvent faire du volume de basse qualité parce que quelque part, ils sont en face du client moyen qu'ils ont. Et donc, c'est pas forcément les mêmes budgets. Nous, ce qu'on cible, c'est des gens qui veulent un appartement de grande qualité d'exception à Rosas. Et on est intimement convaincu que quand on a des projets de 2 ou 3 lots, on peut les trouver. En revanche, il faut que le projet soit en face. C'est-à-dire que sur la version originelle, ils sont à 78 mètres carrés pour faire un appartement avec une terrasse de 25 mètres carrés. Moi, je ne suis pas convaincu que quelqu'un qui ait de l'argent veuille acheter un appartement de 78 mètres carrés. Je suis bien plus convaincu que quelqu'un qui a de l'argent à plusieurs millions et voire plus, ne se posera pas la question de savoir s'il veut cet appartement ou un autre parce que c'est pas comparable. Et encore une fois, hein, quand vous mettez 300 ou 400 000 euros dans votre voiture, c'est pas le sujet de mettre 1,2 million dans votre appartement ou 1,3 million ou 1,4 million. Voilà. Donc oui, le sujet de cette zone-là, je pense que c'est une zone qui est encore très intéressante. Une ville comme Figueras, par exemple, est une ville qui a déjà pris 30% sur les 4 dernières années en valeur immobilière. Et l'arrivée du TGV, l'arrivée de toutes ces choses-là, et le climat politique en France, si demain, je ne fais pas de politique, mais si demain vous avez LFI qui vient à prendre le pouvoir en France, vous allez voir un afflux de Français en Catalogne qui va être monumental. Ça, c'est une certitude. Je confirme, hein, moi j'ai plein d'amis qui sont un peu de partout de France et qui ont fait le schéma de dire on vend notre RP en France et on s'installe définitivement en Espagne. Et il y en a qui font en train de faire les démarches pour être résident, et d'autres même carrément pour prendre la double nationalité parce que maintenant c'est possible. Donc il y a un devenir très important dans cette coin-là. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce projet-là, c'est un projet de promotion immobilière. On achetait très bien le foncier. On a une zone qui est hyper attractive. Et il faut, quand vous faites un investissement comme ça à nos côtés, c'est en étant convaincu qu'on va bien faire le job et que vous êtes convaincu par la qualité du bien, la capacité à gagner de l'argent et la fierté aussi de ce qu'on réalise. Parce que pour tout vous dire, on a plutôt tous autour de la table envie de faire des belles choses plutôt que faire des choses dont on n'est pas fier. Et c'est pour ça que voilà, ce type d'investissement, c'est juste génial. Euh, et vous avez une qualité du foncier et de l'emplacement qui est juste rare. Voilà. Faut quand même euh, remettre les choses dans le contexte. Et aujourd'hui, c'est une structure qui va faire grosso modo tout compris aux alentours de 400 mètres carrés, entre 4 et 500 mètres carrés, parce que l'Espagne compte pas tout à fait comme la France. Toutes les terrasses sont comptées, toutes les piscines sont comptées, toute la structure construite est comptée. Et que notre job, c'est de faire en sorte que on ait un prix d'appel qui soit intéressant et que toutes les options qui coûtent de l'argent à construire et qui ne se valorisent pas en termes de vente soit à la charge du preneur, c'est-à-dire que celui qui veut se faire plaisir et qui veut mettre des carrelages à 200 euros le mètre carré, qu'il puisse le faire et que ça ne vienne pas amputer la rémunération du token. Voilà. Merci Gilles. Ben écoutez, je crois qu'on a éclusé l'ensemble des questions. Si d'aventure vous en avez d'autres, on est à votre disposition par mail, contact@atoa.io ou sur l'ensemble de nos réseaux. Vous avez donc l'ensemble des réseaux sociaux qui sont en bas de la page d'accueil. Et on va dire que là où la communauté est la plus active et échange le plus, c'est Telegram, pour ceux qui sont rompus à l'utilisation de Telegram. On vous répondra avec plaisir, mais vous avez plein de clients. Philippe, par exemple, en fait partie, qui sont sur Ouais, Telegram et qui se font un plaisir de partager leur expérience avec ceux qui ont des questions. j'ai laissé un message justement pour le financement sur Telegram. Ça marche. J'ai été coupé à un moment donné, j'avais juste une petite question. Oui. C'est très bien de mettre plein d'options comme la piscine, etc. Parce que ça permet à celui qui va acheter de personnaliser son bien. Donc, Hmm. c'est une très bonne idée. C'était juste cette remarque-là. Merci beaucoup. Bravo, j'ai hâte de passer dans le coin pour voir tout ça.
Merci bien. Merci à On sera tous de mis au votre courant. présence. Oui, pardon, Hmm. Philippe, excusez-moi. On sera mis au courant de l'avancement, tout ça. Comme d'habitude, Ouais. alors on va le repréciser parce qu'on a quelques clients qui pourtant ont de l'ancienneté qui l'ont découvert. Sur chacun de nos projets, vous avez un onglet Actualité. Hein, en haut de la page, vous avez Hmm. Documents, Actualité, etc. Et donc, dans chaque projet, quand on a des avancements de travaux, des machins, on poste au fil de l'eau les informations qui sont là. Alors, on fait des mails régulièrement, enfin, Guillemette vous écrit régulièrement sur ce type d'actualité. On en met également sur nos réseaux sociaux. Bon, après, on essaie d'éviter de vous envoyer trop de mails. Par contre, on publie très régulièrement sur l'onglet Actualité de chacun des projets. Alors, évidemment, n'ont ensuite accès à toutes les informations que les investisseurs une fois que les campagnes sont clôturées. Voilà, mais vous serez bien évidemment informé à la fois via du mail et via l'onglet Actualité. Très bien. Merci à tous pour le temps que vous nous avez accordé sur votre pause du midi. Donc la campagne sera ouverte d'ici 2-3 minutes et on reste bien entendu à votre disposition quand vous le souhaitez. Oui, effectivement, Vincent, c'est une enveloppe plus importante que Mercière. Donc oui, c'est la plus grosse levée à toi. C'est peut-être pas la plus grosse levée de l'année, mais je vais m'arrêter là. Bon après-midi à tous et passez un bon mois d'août et un bel été. Bon Merci à après-midi. tous. Bon Merci, après-midi. merci Jean-Marie. Au revoir. Bon, Gilles, un de ces jours alors. Au plaisir. Ciao, ciao. Ciao.